Donc, petite présentation de Françoise Parfait, qui est professeure à l'Université des Arts et Médias Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et artiste également, a publié de nombreux textes sur la vidéo et les images temporelles et leur réception, dont Vidéo en art contemporain en 2001, collection de nouveaux médias, installations, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, catalogue David Clairbout, etc. Membre fondateur du collectif Suspended Species en 2007, plateforme de recherche en art qui s'intéresse à des espaces géopolitiques hérités de la modernité, dont l'histoire et le devenir sont incertains. Elle est critique également, artiste, commissaire d'exposition, auteur d'ouvrages de référence. Donc elle va nous parler de regard en point, contrôle fugitif et image de soi, etc. etc. Merci Vincent, je vais revenir un peu à mes premières amours, là, la vidéo. Pour faire une proposition très très modeste, hein, mais je pense que peut-être ce sujet ou cette question mériterait d'être développée. Je ne sais pas encore, peut-être, vous jugerez. En tout cas, je voulais faire un petit clin d'œil à l'histoire, donc à une histoire déjà ancienne, mais qui peut, en tout cas c'est mon souci, et c'est mon souci dans mon enseignement aussi, d'essayer de relier... l'histoire des techniques analogiques avec les techniques numériques actuelles. Et en effet, il y a beaucoup de liens que l'on peut faire. Et surtout, la première chose, c'est qu'il faut quand même se rappeler de cette histoire et ne pas feindre de penser que le monde commence avec le numérique et que l'art commence avec cette manière d'encoder les informations. Donc c'est un petit clin d'œil que je vais faire à cette histoire. À la fin des années 60, donc la vidéo fait son entrée dans le champ de l'art et les artistes expérimentent aussi bien le dispositif technique lui-même que le modèle culturel télévisuel dont il est issu. Voilà, donc ça c'est un peu la situation de base, hein, la référence à la fois à un dispositif technique et à un dispositif culturel, donc la télévision. Alors lorsque Vincent m'a proposé de participer à ce colloque, j'ai tout de suite pensé à ce flottement en fait que j'avais souvent ressenti en regardant les vidéos des artistes qui ont travaillé seuls dans leur atelier ou qui avaient à contrôler leur image, à la fois leur image et le cadrage à l'aide d'un moniteur dit de contrôle précisément. Dans les performances filmées, à l'échelle du visage, hein, il s'agit surtout de cette échelle-là, ou du haut du corps, ce flottement tenait au fait que le regard, qui dans le dispositif ou la mise en scène aurait dû être face caméra, et il y a des exemples de face caméra, les yeux dans les yeux avec le spectateur, donc ce regard semblait souvent dévié, selon un angle plus ou moins large, vers un ailleurs, un hors-champ. Et je me suis demandé de quoi cet écart était le signe, et surtout quel effet cet écart avait sur la représentation elle-même. Car dans tous les cas, il s'agissait de mise en scène de soi, soit en tant que corps, soit en tant que sujet d'énonciation, comme on disait à l'époque de la sémiologie triomphale, soit en tant qu'objet d'une représentation médiatique. Alors à l'époque des selfies, des webcams et des réseaux sociaux, comme plateforme de circulation des récits de soi, autant de pratiques de l'image médiatique de soi, il m'a semblé intéressant de revenir sur quelques vidéos qui avaient posé les prémices des images contemporaines produites par toutes les possibilités du numérique. Alors, j'ai intitulé cette modeste intervention « Regards en coin », car il me semblait qu'il y avait une certaine facétie, en même temps qu'un effet de bricolage dans les regards décalés, décollés de leurs supposés destinataires. Le spectateur, le regardeur, le témoin de l'expérimentation d'un appareil dont l'idéologie était soumise à la question. Alors regardons un petit peu les termes. Regard, j'ai conservé du mot regard l'idée d'ouverture. Le regard a un emploi technique, c'est une ouverture pratiquée dans une paroi d'appareil ou une conduite souterraine. Début 19e, par exemple, la bouche d'égout. C'est une ouverture entre une cavité souterraine et la surface, début 20e. Le coin est un triangle plein, le point d'intersection de 2 ou 3 lignes, ou un angle creux. Voilà, donc un regard en coin. Un regard en coin permet de surveiller discrètement. On peut lui associer un regard en biais, un regard en douce, un regard de côté, un regard de travers,
qui s'oppose donc au regard franc, hein, au regard face à face, les yeux dans les yeux. Le regard, de toute façon, requiert de l'attention et peut renvoyer à l'idée d'inspection, de scrutation même. Donc regarder du coin de l'œil, c'est regarder, mais regarder obliquement, c'est engager un regard discret, à la dérobée, pourrait-on dire. Alors, c'est pas celui-là. Voilà, il faut que je me... Alors, c'est là. C'est-à-dire là. Pour la flèche, oui. Ouais. Non, attends, excuse-moi. Pardon, hein, je me cale un peu. Voilà. Voilà. Donc, voilà, et je suis tombée sur cette image très rapidement. Enfin, je me suis souvenu de cette image. En fait, cette peinture de Georges de la Tour qui s'appelle Tricheur à l'as de carreau, qui date de 1635. Voilà, et où là, nous avons une collection de regards en coin. Il s'agit d'une scène d'une tricherie, en fait. Hein. Le monsieur de droite, en fait, est un joueur naïf qui va se faire plumer par alors une courtisane qui est de mèche, une servante qui le fait boire, et le tricheur qui est tout occupé à sa tricherie. Voilà, et sauf le regard, évidemment, du naïf pigeon, pourrait-on dire, les trois autres personnages ont des regards en coin, qui marquent là aussi qu'ils ont une complicité dans le fait de construire une tricherie, donc un mensonge dont fera les frais ce jeune bourgeois qui a amené toutes ses économies et qui va repartir les poches vides. Voilà, donc ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que il y a un regard qui sort de la représentation, qui est celui du tricheur, et qui est plutôt dirigé vers l'espace, en tout cas du spectateur, le mettant d'une certaine manière dans la confidence. Voilà, en tout cas, et puis on pourrait faire une analyse de peinture, mais ce n'est pas l'objet ici, je trouvais qu'il y avait là, déjà dans cette représentation, un usage du regard en coin qui était, en tout cas, qui servait là, évidemment, un propos tout à fait particulier et qui était quand même un propos de tromperie ou de mensonge. Voilà, donc le regard en coin, c'est celui qui sépare deux directions du regard de l'artiste. Alors, dans le cas, évidemment, de la vidéo, c'est celui de l'objectif de la caméra et celui du moniteur de contrôle, car avec la vidéo, les deux instances sont dissociées. Alors, je vais prendre quelques exemples dans les productions des années 70, celles des premiers gestes, des premières expérimentations, afin d'essayer de voir ce qui se joue à ce moment-là entre représentation et technologie. Le premier exemple n'est pas de la vidéo, évidemment, c'est du cinéma. C'est du film, c'est un travail de Bruce Nauman qui s'appelle Art Make-up, qui date de 1967. Donc là, ce qu'on voit, les 4 images là arrêtées, sont 4 images de la performance de départ, dans lequel Bruce Nauman se recouvre d'un pigment de 4 couleurs différentes, et cela va donner l'objet à 4 films de 10 minutes chacun, et tout ça est filmé en 16 mm, et au départ ça devait être projeté en 16 mm dans une salle d'exposition, et ce projet a été refusé, donc du coup Nauman a très vite transformé ses films en vidéo. Alors si tout va bien normalement, je voulais juste vous montrer alors pour que je lance ça, hop. Ah ben voilà, il faut que j'agite la souris. Voilà, on va regarder juste le début. Vous verrez qu'il s'agit vraiment de film, hein, c'est de la pellicule.
pardon. J'ai pas tout à fait là. Je voulais mettre sur pause, hein, juste au moment. Hop, comme ça. Non, Laurent, voilà, mais là, par exemple, voilà. Là, il ferme les yeux, donc ça va pas. Mais enfin, qu'importe, vous aurez vu, le principe du regard en coin. C'est-à-dire que l'artiste, là, ne regarde pas face caméra, il regarde sur le côté, et on se dit, voilà, comme j'ai commencé mon discours en disant que l'artiste surveillait son image sur un moniteur, là, il est probable qu'en fait, il surveillait son image sur un miroir. Qui était placé évidemment à l'écart de la caméra. En tout cas, on voit bien ce regard en coin, mais on voit bien surtout, ça c'est assez drôle, l'assistance du cinéma là, dans ce document. C'est-à-dire que le son, évidemment, le montre, et puis évidemment la pellicule qui est parsemée de poussière. Nous ne sommes plus habitués à ces images-là en vidéo. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le dernier travail qu'il a fait en cinéma, et ensuite il est passé complètement à la vidéo. D'ailleurs, c'est très drôle parce que au Centre Pompidou, la première version est conservée par le service du cinéma et le second par le service des nouveaux médias. C'est-à-dire que le même travail en fait a été conservé dans 2 services différents de conservation à Pompidou. Voilà, en tout cas, il n'y a pas de regard adressé au spectateur. Le regard glisse vers la droite, vers sans doute un miroir qui servirait de retour caméra au film. Bon, c'est une action, et puis là, Bruce Nauman accomplit une action méthodique et désaffectée. Recouvrir donc son corps de maquillage, c'est tout. Ça fait partie de la redéfinition de l'art que Bruce Nauman a beaucoup porté dans ces années-là, c'est-à-dire que l'atelier de l'artiste ou le corps de l'artiste définissent l'œuvre. C'est-à-dire tout ce qui va se faire dans l'atelier, tout ce qui va se faire sur le corps et avec le corps sera de l'art. Voilà, on reprend les choses à zéro et on part des définitions, de certaines définitions. Être un artiste, c'est avoir un atelier, et être un artiste, c'est avoir un corps donc, qui va servir à fabriquer de l'art. Voilà, donc ces 2 choses sont les lieux de production de l'art. Aussi bien le geste dans l'atelier, et là on verra toutes ces vidéos de ces années-là, consistent à arpenter l'atelier, à le mesurer, à le jauger, à le tester, et voilà. Et par ailleurs, il va faire des actions sur son corps. Alors ce qu'on note quand même, c'est une extrême attention, c'est-à-dire que ce sont des films de 10 minutes, et pendant 10 minutes, le regard est accroché à ce qui est supposé être un miroir. Donc là, il y a une très très grande tension qui se crée entre l'artiste, le regard de l'artiste et le miroir, mais le spectateur est d'une certaine manière exclu. Il est en dehors de cet angle aigu qui va de la position du spectatateur face à l'écran et jusqu'à cette autre ligne qui est dessinée par le regard tendu vers son objectif, ce qu'il est en train de regarder, c'est-à-dire le contrôle de son image sur un autre type d'image. Alors, ça c'était déjà pour introduire... Voilà. Pour introduire cette idée, alors vous connaissez tous Vito Acconci, c'est vraiment pour mémoire. Vito Acconci fait quasiment au même moment une performance qui s'appelle Centers, qui a été largement commentée évidemment par Rosalind Krauss, dans lequel, alors lui, il fixe absolument le spectateur, c'est l'objet de ce travail. Alors si je fais ça, et si j'agite, voilà... Juste pour mémoire, je voudrais baisser le son. Ça c'est. Il faut le baisser, je pense, directement ici. Ah d'accord. Donc c'est là-bas. Ouais, on peut même l'enlever complètement, comme ça je vais pouvoir. Voilà. Donc c'est vraiment pour mémoire. Je pense que vous connaissez tous cette vidéo dans laquelle évidemment Acconci, les yeux dans les yeux avec le spectateur, le désigne à la fois l'objectif et le spectateur, donc les confondant dans la même instance en fait. Voilà, et là, on pourrait presque penser qu'il n'a pas besoin de moniteur de contrôle. Hein, il fixe de l'index, du bras, de la main et de l'index, il fixe l'objectif, et son regard derrière, en fait, que l'on voit pas par intermittence, mais son regard quand il est découvert, en effet, est plongé vers
vers l'objectif. Jusqu'à ce que fatigue s'ensuive d'ailleurs, et le bras va petit à petit tomber. Enfin, en tout cas. Donc il tient cette position dans un effort, là aussi, de concentration qui est manifeste dans son regard et dans la tension de son bras et par sa respiration que l'on entend dans la bande-son. L'enregistrement a lieu en temps réel, donc c'est un plan séquence, comme on dirait au cinéma, sans interruption, ce qui conduit l'artiste à réajuster sa position lorsque la fatigue, justement, et la douleur surviennent. Acconci désigne l'écran comme une limite dans l'espace du dispositif vidéo qui suppose d'une part l'espace et le sujet filmé et d'autre part l'espace de réception et le spectateur. Voilà, donc le spectateur se sent lui-même pointé du doigt. La tension de l'index indique par renversement et par symétrie celui qui désigne comme le désigné. La durée de la vidéo est assez longue par rapport à l'action et au sens qui peut s'en dégager. Elle installe un espace de réflexion, bien sûr, pour le spectateur et une performance physique pour le performeur. Je pensais en regardant cette... Alors, il faut que je... Non, je peux passer tout de suite à la suivante. Voilà. Juste aussi pour citation theme song, parce que, évidemment, Acconci va... Mais toujours, alors le regard dans le regard, là, hein, le regard adressé au téléspectateur, ou plutôt à une téléspectatrice, avec laquelle il va engager une relation d'intimité, teintée d'une sexualité non dissimulée. En tout cas, il développe un geste de séduction sans équivoque. Et ça m'a fait penser à Giacometti, là, ça m'a fait penser à La Pointe à l'œil, dans laquelle, d'une certaine manière, d'une manière un peu métaphorique, mais la pulsion scopique et la pulsion érotique sont mélangées. Et il me semblait que ça avait à voir avec Center. Évidemment, ça a été fait bien avant. Et je ne sais pas si Acconci connaissait le travail, sans doute. Mais voilà, en tout cas, c'est un travail à la fois menaçant. Alors, on pourrait dire que c'est inversé dans le cas d'Acconci, puisque l'index, donc la partie la plus fine du dispositif, est dirigée vers l'extérieur. Mais au niveau de la construction de l'image, l'index est superposé au regard. Voilà, en tout cas, on peut peut-être s'essayer à comparer les deux choses. Hop, j'avance. Voilà, encore des détails de La Pointe à l'œil. C'est quand même une sculpture assez étrange, hein, qui a été inspirée par Pinocchio, apparemment. Voilà, excusez-moi, entre les deux machines, là, je me fais un petit peu des confusions. Voilà, en tout cas, il y avait dans Theme Song, il y avait un effet aussi de présence, comme si l'artiste était derrière la vitre, hein, que ce qui séparait le téléspectateur de l'artiste, là, c'était simplement une vitre absolument transparente et qui laissait passer toutes les émotions et toutes les pulsions qu'on pourrait imaginer. Alors, voilà, Peter Campus, alors autre forme de regard en coin, de regard en biais, hein, c'est sans doute la plus célèbre, dans 3 transitions, dans lequel Peter Campus, justement, rejoue, mime, explique ce qu'est l'image vidéo, c'est-à-dire que c'est une image de surface, derrière laquelle une autre image identique se profile, et comme ça à l'infini, par le biais d'une séance de maquillage. Voilà, et je vais peut-être pas vous passer, vous la connaissez tous, je pense, cette vidéo. En tout cas, pendant tout le temps de cette vidéo, le regard de Peter Campus s'échappe vers la gauche, vers sa gauche, en direction d'un écran de contrôle, quoi, d'un moniteur. Voilà, une autre... alors, instaurant donc une sorte de décalage, enfin c'est Anne-Marie Duguay qui dit ça, et je trouve que c'est tout à fait juste, hein, c'est vraiment l'artiste du décalage, un décalage entre l'objet de la vision et l'objet, l'enregistrement de la machine qui enregistre l'image et celle qui va contrôler cette image, mais cet effet d'écart, comme ça, de décalage, on va le trouver dans de nombreuses pièces de Peter Campus, à commencer par Interface. Donc vous voyez une image là, Interface qui est une pièce
élaboré en 72 et qui projette sur le même écran transparent une vitre, là encore une métaphore de la représentation, qui mélange deux représentations de soi qui ne sont pas superposables et qui sont deux images fantomatiques, celle produite par le reflet du corps lumineux réel sur le verre qui joue une fonction de miroir, et la projection de l'enregistrement de ce même corps par une caméra que l'on voit au fond là, et qui projette sur la vitre aussi une image extrêmement scintillante et très peu définie. La photographie là n'est pas tout à fait fidèle en fait à l'expérience qu'on peut avoir de cette pièce. Il y a alors une autre image, voilà là. Et en tout cas, donc il s'agit de deux images de soi qui sont inversées, donc qui sont absolument pas superposables, et le spectateur essaye en bougeant à l'intérieur de l'espace qui lui est dévolu, il bouge et essaye de faire se correspondre ces deux images qui ne le peuvent pas. Voilà, et ça m'a un petit peu amusé de mettre là une image d'interface qui a été filmée l'année dernière. D'accord, je me dépêche. Qui a été filmé l'année dernière, donc très très récemment, avec le même Peter Campus, voilà, qui travaille aussi beaucoup sur les questions de mémoire, donc je trouvais ça pas inintéressant de faire référence à cette pièce. Donc manifestement, je n'aurai pas le temps de vous montrer tout ce que je voulais vous montrer, et à chaque fois je me trompe, pardon. Voilà. On va y arriver. Alors... Voilà, des exemples aussi, hein, c'est pour mémoire, mais vous les connaissez. Martha Rosler, on revient au regard face caméra avec le travail de Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen, qui là parodie une adresse aux spectateurs, hein, les fiches cuisine en fait des magazines de télévision de l'époque. Et là, dans la frontalité, elle présente un discours, hein, qui est un discours féministe, les yeux dans les yeux. Martha Rosler dit, quand une femme parle, elle nomme sa propre oppression. Voilà, donc là, tout y est dans cette vidéo, le rôle de la femme plus le rôle de la représentation, la femme d'intérieur et le modèle pris à la télévision. Donc, voilà, donc pour Martha Rosler, l'image médiatique perpétue des modèles archaïques. Voilà, comme l'est aussi l'image, je me disais ça en préparant tous ces documents. Pour ça, j'avais préparé un extrait aussi vidéo, mais vous le connaissez et on n'a pas le temps. Je me disais en préparant ces documents que, décidément, et toujours par rapport à l'image numérique, là on avait affaire à des images extrêmement approximatives, hein, qui sont à peine définies, qui sont très grossière, hein, pourrait-on dire, et pourtant une sorte d'essentiel y était joué. Donc là, il s'agit de Left Side, Right Side de John Jonas, dans laquelle elle compare, elle met côte à côte donc une image de miroir, une image de télévision, et où elle va décliner donc le même geste. C'est un même geste qui est enregistré par les deux système spéculaire. Et évidemment, on a des gestes inversés, donc c'est pas la même chose. Être enregistré en vidéo et être enregistré, enfin avoir regardé son image dans le miroir, produisent deux images de soi qui sont non seulement différentes, mais presque antagonistes, pourrait-on dire. Et elle fait un travail avec le miroir là assez drôle, dans lequel j'imagine, je crois que c'est, je sais pas si ça a été déjà prononcé, l'intervention autour des figures monstrueuses, mais Joan Jonas a aussi joué de ces images, voilà, de ces représentations monstrueuses, en doublant son on dirait du Nancy Bursol, là, presque, hein, en jouant sur la symétrie, la fausse symétrie du visage. Voilà. Et puis, donc, pour finir, deux autres exemples de travaux de femmes, d'artistes femmes. Donc, voilà, ça c'est Sanja Iveković. Pardon. Voilà, et qui s'appelle, je ne vais pas vous dire de bêtises, qui s'appelle Instruction, 76, c'est un tout petit peu plus tard, mais toutes les images que je vous montre là ont été faites entre 67, 68 et 76. Voilà, Sanja Iveković devant un miroir, voilà, là la caméra correspond à peu près à ce miroir, et qui construit, dessine un protocole de maquillage tel qu'il peut apparaître dans les magazines féminins. Voilà, et je voulais également vous montrer
en référence à cette idée-là aussi, de la correspondance entre le réel et le réel tel qu'il est enregistré par l'image. Aussi une vidéo fameuse qui s'appelle Meeting Point, dans laquelle elle va essayer de faire correspondre un point réel qu'elle est en train de poser sur l'écran, là, et puis un point qu'elle a dessiné sur son front. Et donc elle va danser face caméra et elle va essayer de faire correspondre les deux sans jamais y arriver. Vraiment, en tout cas. Voilà, et donc je voulais un peu terminer ce très rapide parcours avec une pièce d'une artiste que j'aime beaucoup, une artiste brésilienne qui s'appelle Letícia Parente. C'est vraiment une très mauvaise image, mais vous voyez à peu près de quoi il s'agit. En fait, toujours dans une position de miroir, hein, une femme face à un miroir se prépare à sortir. Ça s'appelle d'ailleurs Préparation 1, date de 1975. Donc l'artiste se tient face au miroir et va poser des bandages, enfin des scotch, enfin des pansements en fait, sur ses yeux et sa bouche, sur lesquels elle va dessiner à l'aveugle des yeux et une bouche. Et dans ce dessin-là même, on a à nouveau cette sorte d'angle entre un regard face caméra et puis une relation au contrôle de son image sur quelque chose, sur un support donc qui est hors champ, à l'extérieur de la représentation à proprement parler. Alors, nous sommes sous la dictature au Brésil, hein, qui a duré jusqu'en 85, et c'est une année, 75, et l'année où le porte-à-pac arrive au Brésil, et où un certain nombre d'artistes, ou qui en tout cas qui commençaient, qui bouillonnaient un petit peu par rapport à une production et une inscription de leur pratique à l'intérieur du champ de l'art dit contemporain, l'arrivée du porte-à-pac va accélérer à une vitesse exponentielle le travail de ces artistes. Ils étaient assez nombreux, en tout cas sur Rio, ils étaient une dizaine d'artistes qui vont complètement exploser à cette occasion-là. Et donc c'est le porte-à-pac qui aura permis de faire des performances comme ça, dans lesquelles la question évidemment de la censure, la question de la représentation des femmes, beaucoup d'artistes féminines, mais féministes également, vont travailler. Je pense à Sonia Andrade ou Annabella Gégère, par exemple. C'est une scène extrêmement puissante, hein, la scène brésilienne des années 75. On la connaît très peu. Voilà, donc pour conclure, est-ce que j'ai le temps de conclure en 2 minutes rapidement? Donc, ainsi pour conclure, alors triangle plein ou angle creux, hein, sont des termes dont je parlais tout à l'heure. Que s'est-il logé dans cette encoignure du regard entre la caméra et le moniteur? Que se passait-il? Le porte-à-pac avait su miniaturiser le couple caméra-écran, qui restait néanmoins séparé. Hein, porte-à-pac, ça veut dire porter, hein, tout est porté à l'épaule, donc mobile. Et sauf coller son œil au viseur de la caméra, il fallait un écran de contrôle qui constituait le troisième élément du dispositif. Caméra et écran étaient donc dissociés, ce qui avait libéré le corps et donc le regard de l'attachement, la soumission ergonomique à la machine. La caméra était posée ici et le contrôle de l'image se faisait là, sur le modèle développé depuis des caméras de surveillance. Les artistes des années 70 ont eu à résoudre le problème de la dissociation sans que cela ne se voie trop, car l'idée restait de faire face, d'adresser son visage à l'audience, de communiquer un geste, une parole, une idée. Alors ils ont placé l'écran de contrôle à côté, tout contre, au plus près, mais les deux termes ne pouvaient pas se confondre, pas se superposer. Le regard décalé que nous avons constaté indique bien que l'instance technique qui capture l'image, qui enregistre, n'est pas placée au même endroit que celle qui restitue, qui rend l'image, qui représente. Et c'est bien dans cet angle du regard et dans cet écart que se tient la représentation. L'image de soi en vacille, tributaire d'un réglage approximatif. Si la grande nouveauté de la télévision avait été la simultanéité temporelle, c'est-à-dire la diffusion en direct de la captation, et nombreux sont les artistes à avoir créé des freinages, des suspens, des délais et autres décollages temporels, Campus, Graham, Nauman, Bill Viola. Je pensais à Bill Viola ce matin, je pensais à He Weeps for You, qui est aussi une image de construction médiatisée par un élément qui est la goutte d'eau et l'effondrement de l'image dans le même temps. C'est une installation très puissante à mon avis. Donc c'est bien dans les décalages spatiaux que résistait la représentation. Ces regards en coin en sont la manifestation subtile, qui indique combien et comment la technique dicte elle-même ses formes, comment elle règle les distances entre les choses. Regarde le spectateur dans les yeux, inhibait la liberté d'action, et sans doute fallait-il baisser un peu le regard pour que le geste entre bien dans le cadre.
Ainsi, le regard en coin propose bien un regard, une ouverture dans le tuyau télévisuel, une respiration dans la relation avec l'image qui s'adresse à moi. Voilà, comme nous le voyons avec Laetitia Parrain, son regard aveuglé garde sa direction oblique, de biais, de côté, laissant un espace interstitiel où le regardeur peut se glisser pour se faire une opinion, respirer sans la contrainte de l'adresse directe, mettre à distance la violence de la représentation, la violence du formatage auquel sont soumis les individus, et ici les femmes en particulier. Un espace de liberté qu'il faut interroger à l'aune des pratiques d'absolue présence et d'absolu présent de notre extrême contemporain. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Après, s'ouvre une autre histoire, celle des caméscopes, celle des machines qu'on a sur soi, dans lequel l'objectif est intégré à l'écran. Hein, c'est la même chose, en fait. Donc la question se déplace et voilà, il faut travailler la question. Bon, je vous remercie. C'était un peu au lance-pierre. Hein. J'étais un peu rapide, mais voilà, merci pour votre attention. En fait, je m'en aille dans 5 minutes. Voilà, donc on a 5 minutes de temps pour des questions. Merci Françoise pour effectivement, cette communication qui ouvre plein de pistes sur cet interstice effectivement, du regard, hors le champ, mais vers une autre caméra, effectivement. Alors, y a-t-il des questions déjà dans la salle ? Une constatation, mais en fait, quand tu as bien parlé du doigt pointé de Vito Acconci et qu'on le voyait sur tous les écrans, ça devenait extrêmement difficile, on va dire, dans cette pièce, parce que tous les téléviseurs se retournaient contre nous et nous pointaient du doigt. Mais qu'est-ce qui a exposé ça ? Non, comme tu as montré. Là, parce qu'il y a plein d'écrans. Ah, pardon, ah bah oui, c'est pas une salle d'exposition. Non, hein, ici. non, mais c'était extrêmement intéressant, oui. parce que là, on était pris dans le... de regarder l'image, parce qu'elle nous submerge, et donc c'est bien ce regard en coin dont tu parlais qui nous permet en tout cas, d'échapper à ça. Respirer pour pouvoir regarder l'image en mouvement. C'est un modèle de recrutement dans l'armée américaine, ça aussi, la désignation par l'index de vous, toi, engagez-vous. Ah oui. C'est une injonction, hein, c'est violent, c'est très très violent. Hein. C'est intéressant cet index, effectivement, mais à la fin il se fatigue. Galdan, il devait superposer avec précision les photos. Donc dans l'appareil photo, il a introduit la réticule comme ils disent dans la lunette de tir, mais il ne se fatiguait pas. Il améliorait les réticules pour que la forme vise précisément les yeux. C'était un chasseur. La pointe à l'œil encore. Hein. Chasseur, Oui, d'autres questions ? Moi, j'avais simplement... Vas-y. Non, pardon, du coup, merci. J'entends toute cette histoire-là par rapport aux formes de production modernes et plus amateurs des récits de soi qu'on fait avec des appareils plus portables. Et cette hésitation, en fait, du regard entre l'objectif pour une adresse à de futurs potentiels spectateurs et le contrôle de son image. Et cette hésitation qui est celle de l'amateur qui hésite entre deux régimes de discours et qui balance entre deux dimensions d'adresse, une dimension fermée pourtant très proche, et puis l'ouverture vers d'infinité de projections possibles. Cette hésitation, comment vous la comprenez c'est pas vraiment un triomphe puisqu'on sortirait dans les pratiques actuelles. Oui, ou dans l'évolution en fait de cet écran qui se rapproche de l'objectif, qui s'en détache dans un premier temps, qui se rapproche et donc qui définit deux espaces d'adresse, deux formes d'adresse. Je ne sais pas comment je lance ça. Non, mais oui, je pensais aussi au tremblement, à la question de la stabilité ou pas de la caméra, enfin qu'il faudrait reposer d'ailleurs par rapport aux petits appareils qu'on manipule maintenant, mais non, je vois pas vraiment les hésitations. Est-ce que c'est vraiment un trait caractéristique, par exemple, des produits ? J'ai l'impression, de ce que je vois, d'une hésitation sur à quelle forme d'adresse et quelle forme de discours on va faire quand on se présente entre l'appareil miroir et l'appareil adresse. Oui. Dans les selfies, alors plutôt dans les selfies, parce que dans les webcams, par exemple, la caméra est fixe. Hein. Oui, mais il y a ce même décalage entre la webcam qui serait posée au-dessus de l'ordinateur et puis dans cet angle. Il y a un angle aussi, absolument, il y a un angle aussi. On peut voir, qu'on peut apprécier. Oui. Et on le voit très précisément d'ailleurs cet angle-là. Le regard caméra est un vrai regard caméra. Enfin, ça,
Chris Marker a suffisamment travaillé la question dans Son Soleil, hein, c'est un 24e d'image, hein, c'est juste à ce moment-là que le regard est dardé en fait sur le regardeur. Donc oui, non, je sais pas. Là, je sais pas. Il faudrait travailler un peu avec des exemples et ouvrir. De toute façon, ouvrir sur les pratiques contemporaines, hein, que moi je connais un peu moins. En tout cas, j'ai moins travaillé dessus. Donc voilà, je peux pas. Mais voilà un chantier ouvert, oui. C'était juste une dernière remarque. C'était super intéressant de voir la filiation entre la peinture, la vidéo comme transfert de la peinture vers les techniques contemporaines. Ça, c'est vraiment... Et la sculpture, hein. Moi je dirais aussi le Giacometti, c'est une sculpture, parce que la vidéo a à voir avec la sculpture aussi. Et je crois qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'espace, hein, qui est évoqué par l'appareil. Oui, l'appareil. En plus, ça a commencé la première des trois transitions, c'est quand même un travail dans l'espace. Hein. C'est dans un espace profond dans lequel il y a un écran qui est traversé. Donc on est vraiment dans un espace à 3 dimensions et un espace sculptural. Donc là, aussi, il y a des relations à tisser, je crois. Bon, je suis désolée, je vous laisse. Bonne fin de travaux et puis merci encore Vincent. Merci à toi Françoise. Et simplement pour conclure effectivement sur cette... pardon. Mais c'est vrai que par rapport à cette question de peinture, là se joue effectivement le passage du classique moderne de Foucault, effectivement, c'est-à-dire montrer également la structure du dispositif et qui se détache complètement, je pense, du statut aussi du selfie qui n'a rien à voir. Là, il n'y a pas d'esthétisation de l'image, mais il y a effectivement comment le corps est confronté à un dispositif et comment ce regard en point montre le dispositif qui se joue. Il n'y a pas de... Voilà, on ne montre pas une belle image de soi. On teste l'image de soi dans ce cadre finalement initiatique presque. Et il n'est même pas sûr que ça soit une image de soi. Oui, je ne suis pas sûr que ça soit ça le problème. C'est autre chose. Là, c'est l'interrogation aussi du dispositif vidéographique, de la qualité de l'image vidéo, se feuilleter comme ça. Et cette image de surface, en fait. Travailler sur l'image de surface. Encore merci. À bientôt, merci à tous.